Bonjour à tous. L'année scolaire avait commencé par se régulariser au Bénin, sans grève ou autres remous sociaux. Il a fallu cette fichue pandémie pour tout remettre presque à zéro. Des départs précipités en congé, un calendrier scolaire abrégé, des cours à la télé, à la radio ou en ligne au Bénin, qu'il y crut, des retours sélection en classe, de nouveaux comportements scolaires et parascolaires. Que faut-il encore citer? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'école béninoise a été malmenée, un peu trop secouée cette année. Les syndicats, qui n'ont pas toujours été d'accord avec les différents choix et la gestion de la crise, parleraient certainement d'une année scolaire maltraitée. J'en ai bien un ici avec moi sur ce plateau de Zone Franche de ce dimanche matin, pour le confirmer ou l'infirmer, en tout cas par sa propre voix. Son nom, Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Monsieur Anselme Amoussou, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonne arrivée à Canal 3 Bénin pour nous aider à repasser, je n'ai pas envie de dire revivre, ce fut assez difficile et pénible pour plus d'un. Repasser donc ces 6 à 7 derniers mois de l'école béninoise qui, Dieu merci, a fini par se conclure avec les différents examens dont on connaît désormais les résultats, même si le dernier, je veux dire le bac, essaie de faire ses ultimes rangements. Les téléspectateurs et surtout les auditeurs de nos radios partenaires à l'intérieur du Bénin pourraient vous suivre pour vos avis, vos positions et appréciations. Il s'agit de Solidarité FM à Djougou, de Fraternité FM à Parakou ou de Dialogue FM un peu plus loin à Kandi. Vous répondrez aussi et surtout aux questions d'Eman Parfait à Niambossou, avec qui je suis ce matin pour justement vous recevoir. Pardon, Eman, bonjour. Bonjour Tanguy Agoyi, Anselme Amoussou, bonjour. Bonjour Eman. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec un peu moins de 85% de réussite au CEP 2020, est-ce qu'on peut toujours tenir compte du fait que le niveau des enfants baisse et a toujours baissé? C'est un grand débat. La question de la baisse du niveau des enfants, c'est un grand débat sur lequel on n'arrive pas toujours à s'entendre parce qu'il faut tout relativiser. Il faut tout relativiser. Moi, je suis de ceux qui pensent que les enfants d'aujourd'hui me paraissent plus aguerris face aux problèmes de la vie que nos aînés. Et donc, est-ce que le niveau consiste à savoir bien parler français, à parler la langue de l'étranger, ou le niveau, c'est la capacité à s'adapter justement à la vie d'aujourd'hui? Quand je vois des enfants qui finissent à l'école, mais qui peuvent rapidement s'ajuster et faire quelque chose qu'ils n'ont pas appris pour survivre, faire le ZEM, ce n'est pas des choses auxquelles nous on était habitués. On était plutôt habitués à attendre que tout vienne vers nous. Donc de ce point de vue-là, est-ce que il faut s'alarmer de la question de la baisse du niveau? Cela étant dit, pour revenir à votre question, c'est vrai que quand vous écoutez les enfants parler aujourd'hui, vous avez du mal à ne pas accepter que le niveau baisse. Le niveau baisse en termes, donc pas en termes de réflexion forcément, mais en termes d'expression surtout. D'acquisition de connaissances. Voilà. Et donc, voilà, un taux de 85% pour le CEP, on est dans les standards habituels depuis quelques années dans notre pays. Je crois qu'on est habitué à 90, voire au-delà de 90%. Et donc 85%, disons que ça paraît plutôt normal. C'est pas l'extraordinaire. Voilà. Donc c'est votre appréciation, je dois dire, globale un peu de ce taux de réussite au niveau de cet examen-là. Mais il y a quand même quelques, je dois dire, reproches au constat. Le constat, c'est le mot mieux indiqué. C'est qu'on a noté une faiblesse des apprenants, en tout cas qui ont réussi au niveau de 2 matières principales. Sinon, surtout le français. En dictée, par exemple, c'est l'hécatombe. Comment est-ce que ça peut s'expliquer qu'on constate que nos enfants parlent plus facilement et plus couramment le français, et qu'à l'écrit c'est plus compliqué, que la dictée soit un souci, un véritable souci? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, la gestion que nous avons eu à faire de l'approche par compétences est l'un des facteurs importants, parce que on a eu des problèmes de formation des formateurs, on a eu des problèmes dans l'application des programmes, de la compréhension donc des programmes. Et il y a eu beaucoup, donc, il y a une longue période de tâtonnement qui peut expliquer ça, où pendant longtemps, des enseignants du primaire ont pensé que la dictée n'était plus à l'ordre du jour, alors que c'était bien présent dans les programmes, pour la simple raison que ce n'était plus, ça ne faisait pas partie des épreuves à l'examen du CEP, donc il y a une certaine négligence qui a été de ce point de vue-là. Ensuite, écoutez, les nouvelles techniques sont passées par là.
Aujourd'hui, on écrit plus facilement au son. C'est facile et tout. Non, écoutez. Puisque le constat est le même aussi. Hein, quand on prend par exemple les mathématiques, c'est aussi l'hécatombe. Beaucoup de zéros de ce côté-là aussi. Oui, je poursuis en disant qu'il y a une question de formateur. La qualité des enseignants, la qualité de l'enseignement, les intrants pédagogiques, tout cela, il y a eu beaucoup de problèmes entre-temps. Aujourd'hui, on est en train de chercher à régler, mais le mal a été fait. Quelle est la qualité des professeurs en sciences que nous avons aujourd'hui? Quand pendant longtemps, on a fermé les écoles de formation professionnelle d'enseignants et que tout le monde était devenu enseignant, tout le monde pouvait enseigner. Voilà, quand vous n'avez pas le bon professeur qui a le bon réflexe, parce que la science, ce n'est pas seulement d'apprendre, mais c'est de développer des réflexes au niveau des enfants. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je pense que c'est un problème profond, la désaffection des enfants vis-à-vis des sciences en général, et donc des mathématiques en particulier, et qu'il faut absolument qu'on revienne à la formation, qu'on revoie un peu le curriculum des formations des enseignants, et qu'on revoie également les contenus des programmes, parce qu'il faut les adapter. Et on ne peut pas continuer de faire la mathématique comme on le faisait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. On a l'habitude de dire que 2 plus 2 font toujours 4. Hein? Oui, mais ça, c'est l'argument classique que l'on donne. 2 plus 2, c'est toujours 4. Mais il y a des réflexes qu'il faut développer. Regardez, j'ai souvent l'habitude de donner l'exemple du CEP. Il y a une comparaison qu'on fait souvent dans la manière de poser les questions déjà. La manière de concevoir les items, donc les outils d'évaluation. Moi, je me souviens que ma soeur aînée est allée au CEP, c'est faible à l'époque, et on lui avait posé une question en sciences d'observation. C'est qu'on a dit, votre jeune frère attrape une souris qu'il enferme sous une bassine renversée. Et la question qui a suivi la consigne, c'était qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien qu'est-ce qui va se passer? Et ma soeur a répondu, la souris ne peut pas s'enfuir. Évidemment, elle va avoir 0. À cette époque, elle aurait eu 0. Aujourd'hui, elle n'aurait pas eu 0. Parce que la question n'est pas une question, c'est une question équivoque. La réponse de l'enfant est logique. Voilà. C'est ça l'approche par compétence. Est-ce qu'il y a une logique dans la réponse de l'enfant, même quand la réponse de l'enfant n'est pas celle que l'on attend? Aujourd'hui, on ne lui aurait pas donné 0. Et donc, finalement, on va dire, peut-être qu'elle réussit au CEP, et on dira que le niveau n'est pas bon parce qu'elle n'a pas su répondre. Alors que la question aurait dû aller vers... Elle aurait dû être plus précise. Que va-t-il arriver à la souris, par exemple? C'est-à-dire, ou bien, on peut dire, en fait, on veut parler de l'asphyxie. Donc, aujourd'hui, on aurait dit, le lendemain, il ouvre la bassine et constate que la souris est morte. Explique ce qui s'est passé. Vous voyez, donc, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte aujourd'hui que je crois qu'on a besoin peut-être aujourd'hui d'avoir une journée de réflexion, ou enfin des journées de réflexion sur nos examens en général, pour voir un peu quelle est la qualité des épreuves que nous donnons aujourd'hui et quelle est la... il y a même quelque chose de plus important encore aujourd'hui qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants, quand vous les préparez à un examen, on leur explique comment on corrige les épreuves. Vous voyez? On leur explique comment on corrige les épreuves. Par exemple, au CEP, si vous répondez à la question, vous avez une partie des points. Avant d'aller regarder la qualité de la réponse. Quand vous expliquez ça aux enfants, ils savent déjà qu'il faut développer certains réflexes. Est-ce que justement l'approche de la compétence et les réflexes dont vous parlez ne recommandent pas qu'on supprime la dictée finalement? Parce que la dictée, ce n'est pas une question de logique de réflexion. Il faut respecter les mots, il faut appliquer les accords. Les règles orthographiques, grammaticales, c'est fini. Hein? Oui, non, en fait, je crois que c'est ça qu'on a pensé peut-être, et aujourd'hui, on est en train de ramasser les pots cassés. Le seul fait même de maintenir la dictée comme une épreuve développe des réflexes chez tous les enseignants qui doivent former les enfants. Ils font plus attention. Je crois que depuis 2 ans, 3 ans aujourd'hui, quand vous allez dans les classes de CM2, les dictées matinales sont revenues parce que la dictée est revenue au programme pour le CEP. Donc, je crois que la solution ne serait pas là. Ce serait peut-être une solution plus catastrophique que ce que nous vivons aujourd'hui. La dictée est revenue au CEP, mais pour des enfants qui, depuis le CE, n'ont jamais fait de dictée.
et qui peut-être ne l'ont rattrapé qu'en cours d'année. Oui, justement, ils ont servi un peu de cobaye. Maintenant, ça va se remettre en place progressivement. Espérons-le. Espérons-le. Une dernière question au sujet du CEP, on va avancer, parce qu'il y a beaucoup d'examens qui nous attendent, même si on ne va pas composer par ici. Je veux parler de la pertinence aujourd'hui du CEP. La question revient à chaque fois quand il y a délibération des résultats. Faut-il continuer à évaluer les enfants et leur octroyer un diplôme, un CEP, que les gens ne réclament plus dans le fond, notamment pour les demandes d'emploi? Oui, c'est vrai. En fait, il y a une réforme en cours aujourd'hui. Vous le savez bien, où le CEP est appelé à disparaître. Maintenant, la question fondamentale, c'est on le remplace par quoi? Quelle est la forme d'évaluation que nous allons mettre en place pour que les enfants puissent avoir le minimum avant de passer au collège? Et là, la grande question. Il y en a qui parlent d'entrée en sixième, le test d'entrée en sixième, pour éviter que l'État débourse assez de fonds en fin d'année. En fait, nous avons un vrai problème de responsabilisation des acteurs. Parce que si nous devenons tous responsables, c'est qu'on devrait pouvoir faire confiance à l'école de l'enfant, au maître du CM2 de l'enfant, pour faire les choses objectivement et logiquement. Et de ce point de vue-là, on pourrait donc se passer du CEP et remplacer ça par des évaluations. Mais le commerce est installé dans le domaine de l'école, tout le monde veut avoir des taux de score. Voilà, et donc, en tenant compte de notre contexte et de notre mentalité aujourd'hui, de notre niveau aujourd'hui de responsabilité, je crois qu'il faut encore qu'on réfléchisse correctement avant de supprimer le CEP. Parce que le CEP a l'avantage d'obliger les enseignants que nous sommes à mettre le paquet, surtout par rapport au CM2. Surtout depuis qu'il y a cette épée de Damoclès, donc de l'ascension pour mauvais résultats, on s'est rendu compte que c'est la classe où aujourd'hui les enseignants se donnent le plus, où les chefs d'établissement se battent le plus pour faire des résultats. Et c'est pour le bien des enfants. Ça veut dire que pendant un an au moins, on est sûr que les enfants vont acquérir des connaissances dans un contexte où tous les enseignants font les efforts qu'il faut, où tous les chefs d'établissement font les efforts qu'il faut. Donc pour l'instant, je crois qu'on n'est pas encore à ce niveau donc de supprimer le CEP tant qu'on n'a pas trouvé le bon mécanisme pour ne pas faire perdre complètement les enfants. Sinon, on risque d'assister à des négligences. Si c'est l'école qui doit décider, un peu ce qui s'est passé au niveau de l'enseignement supérieur, comment vous appelez ça, les établissements privés d'enseignement supérieur, où à un moment donné, il y avait tellement de désordres, on risque d'assister à beaucoup de désordres et donc à une baisse encore plus aggravée du niveau des enfants, étant entendu que nous pourrions être tentés de ne pas faire les efforts que nous faisons quand il s'agit d'un examen national, et que c'est nous-mêmes qui devons décider de faire passer les enfants, même quand ils n'ont pas le niveau, comme on le fait. Que pensez-vous du BPC et de son taux de réussite cette année? Là également, on est dans les standards habituels. C'est pas extraordinaire. Et de façon générale, mon avis sur nos examens est que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Et quand je dis nous, c'est tout le monde, y compris, à commencer d'abord par nous enseignants, mais également ceux qui décident pour l'école. Parce que quand vous prenez le BPC, je ne me souviens plus exactement du taux. Ça fait autour de 53 ou 59. Voilà, ça veut dire que quand vous avez 100 élèves, il y a 50 qui échouent. C'est pas une fierté pour un système éducatif. Ailleurs, je crois que nous sommes très proches des 90%, des 100% pour les quand il y a beaucoup d'infrastructures, quand il y a beaucoup d'enseignants, quand il y a beaucoup. Quand il y a beaucoup de qualité, ça donne de la qualité pour les résultats des examens. Donc, voilà pourquoi nous sommes tous interpellés. Il faut que, quand nous atteignons 50-60%, qu'on arrête donc d'afficher ce triomphalisme que l'on voit parfois et qu'on comprenne que 40 élèves qui ont échoué pour un examen dans un système éducatif, c'est une perte pour mais nous, on s'attendait à l'hécatombe, justement, vu le contexte de la crise sanitaire, les conditions dans lesquelles les apprenants, en tout cas, on peut passer les cours cette année. Il ne faut pas oublier qu'on a fait 3-4 mois à la maison. On leur a appris à assimiler les leçons à la télé, à la radio et que sais-je encore. En ligne, même avec cette connexion assez lente et parfois titubante, on s'est dit, mais on aura forcément des résultats qui vont nous inquiéter. Comment ça s'explique qu'on soit dans les standards normaux, comme on dit? Non, en fait, il faut comprendre il faut reconnaître à nos autorités, au niveau de nos ministères de tutelle, qu'il y a eu un effort qui a été fait depuis 2 ans, 3 ans, un effort donc de rigueur
vis-à-vis des chefs d'établissement. Quand vous prenez par exemple l'enseignement secondaire, ils ont reçu un cahier de charge et avec des balises bien précises, ce qui a fait que chaque chef d'établissement a mis le paquet pour que les programmes puissent se dérouler normalement. Du coup, lorsqu'on s'est retrouvé en situation sanitaire difficile en février, en mars, le maximum avait déjà été fait, surtout pour les classes d'examen. On était à plus de 2/3 mais vous le savez, vous êtes enseignant, le relâchement qu'il a eu 3 mois après, ça aurait pu... En fait, c'est juste pour dire qu'on n'avait pas de retard avant le confinement. Et donc, quand le confinement est venu, quand on a repris les classes, et bien, chacun s'est organisé au niveau de son établissement pour achever le programme. Et il y a eu encore un peu de temps pour faire les évaluations, les révisions avec les enfants. Donc, on a très peu perdu en termes d'acquisition des connaissances. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était quand même un examen. C'est un examen, ce n'est pas un concours. Et un examen, c'est qu'il faut évaluer les enfants sur la base de ce qu'ils ont appris, de ce qu'on leur a enseigné. Donc, c'est tellement que tout cela, les gens en ont tenu compte pour faire les épreuves. Je ne dis pas que les épreuves sont diluées, mais on a dû tenir compte de tout cela pour rester dans la limite qui permet aux enfants d'être évalués sur ce qu'ils ont appris effectivement au cours de l'année. On comprend difficilement que dans un contexte normal où il n'y a pas de pandémie, où l'année scolaire se déroule normalement, qu'on puisse être à des taux inférieurs à ceux à quoi on a assisté pour cette année. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'il faut autant dire, est-ce que les épreuves ont été diluées? Dites-nous. Je ne crois pas que les épreuves n'ont pas été diluées. Mais écoutez, pourquoi rechercher le problème là où il n'y a pas de problème en fait? Pourquoi ne pas simplement se contenter de féliciter les enseignants, de féliciter les chefs d'établissement pour les efforts qui ont été faits pour pallier un peu aux effets de la pandémie? Non, les diplômes de cette année, les défis sont énormes de plus en plus et compliqués. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, par rapport à la pandémie, l'école, enfin, l'exécution des programmes en a souffert très peu. Et vous savez, vous ne pouvez pas savoir, quand vous êtes enseignant, quand vous êtes chef d'établissement, comment dire, la pression que constitue le fait que vous pouvez être déchargé pour mauvais résultats. Vous ne pouvez pas savoir, c'est la pression que ça met sur les chefs d'établissement et sur les enseignants en général. Ce qui fait que il y a quand même de plus en plus de sérieux dans nos écoles et dans nos établissements scolaires, secondaires. De plus en plus de sérieux. Le chef d'établissement est obligé de mettre la pression sur ses collaborateurs pour qu'on ait un résultat. Donc, même dans l'enseignement public aujourd'hui, dans les établissements publics d'enseignement, vous avez de la qualité dans le suivi surtout des classes d'examen, en particulier des classes d'examen. Et donc, je pense qu'on peut mettre ça sur le résultat que nous avons plus ou moins satisfaisant sous cette année sur le compte donc de cette pression et cette rigueur, de conscience et de responsabilité. Vous faites la moue quand on est autour de 50%. D'autres se félicitent quand on y est pratiquement. Depuis quelques années maintenant, le bac, ça aussi autour de 50% de taux de réussite, alors que pour les années un peu plus lointaines, on est entre 30 et 40 pour le meilleur des cas. On a été jusqu'à 27%. 22% de taux de réussite par moment dans ce pays. Cette année, on est encore dans les 50% standard normal. Vous faites toujours la moue là Les mentalités ont changé. Oui. Les mentalités ont changé. Et puis les parents que vous et moi, nous sommes aujourd'hui, on est des parents qui faisaient un meilleur suivi de nos enfants. On a beaucoup d'écoles privées aujourd'hui. Donc la qualité de l'offre éducative, disons plus ou moins, s'est améliorée. Et il y a cette concurrence entre les établissements, cette émulation qui est créée entre les établissements. Tout cela fait qu'aujourd'hui, on a donc un meilleur suivi des enfants à la maison et à l'école. Et il y a également le fait que le bac n'est plus cette denrée rare, lointaine, qui permet d'ouvrir toutes les portes. On a parlé du CEP tout à l'heure, qui ne permet plus d'obtenir rien du tout. De plus en plus, on arrive vers un BPC qui ressemble au CEP. Et donc, le bac aujourd'hui n'ouvre plus tellement de portes, à part peut-être les portes de l'enseignement supérieur. Et du chômage, peut-être. Et donc, je pense que ça également, ça a dû jouer dans ce carcan dans lequel on nous mettait, vous et moi, on mettait nos aînés, parce que le bac devait être suffisamment sélectif pour apparaître comme un examen de qualité. Je crois qu'on est sorti de là. Cette globalisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ou même par rapport au bac, on parle de bac UEMOA, de bac CEDEAO et tout ça, tout cela fait que la réflexion a évolué
Et l'examen n'apparaît plus comme un examen où il faut bloquer les enfants, il faut caler les enfants. C'est un examen comme tout autre où il faut leur permettre d'avoir le minimum lorsqu'ils ont appris leur cours. Est-ce que cette manière ou en fait, qui consiste à un peu dévaloriser, à un peu dévaluer le bac, ne fait pas en sorte que le bac aujourd'hui perd de sa qualité? Parce que vous l'avez dit, désormais c'est le bac à l'heure de l'UEMOA. Est-ce que c'est pas tout ça qui explique qu'on est... il faut pas dire, je ne suis pas d'accord avec quand vous dites que le bac est dévalué. Quand on a le bac aujourd'hui, si ce n'est pas pour aller à l'université, vous restez d'abord à la maison. Alors qu'avant, c'est pour le chômage. C'est pour le chômage, c'est ça. Ben ouais, ça veut dire que, comme le disent mes parents, demain ne sera jamais meilleur à aujourd'hui. Et aujourd'hui est meilleur à hier. Les choses vont aller en se compliquant pour tout le monde, surtout pour nos enfants. Et donc il faut comprendre qu'à chaque fois, la quête de qualité est supérieure. Il faut aller encore plus loin que nos parents pour espérer obtenir ce qu'eux, ils ont obtenu un peu plus facilement. Donc, c'est dans l'air du temps, c'est normal, c'est le cours normal de la vie. Et il faut arrêter de penser que le bac de nos enfants d'aujourd'hui est un bac qu'il faut regarder avec dédain, avec commisération. Loin de là. Je crois que c'est la même qualité d'examen. C'est toujours notre bac de tous les jours, même si aujourd'hui, il ne permet plus c'est plus le sésame pour obtenir tout ce que l'on veut. Et les enfants sont aujourd'hui de plus en plus jeunes. Les bacheliers sont de plus en plus jeunes. Vous et moi avons eu le bac un peu plus vieux que nos enfants d'aujourd'hui. Vous avez des enfants, à tout le moins, c'est à 18 ans, 19 ans qu'ils ont le bac aujourd'hui. Et je pense que c'est l'un des aspects dont nous devons tenir compte dans ce que j'appelle la réforme de notre système éducatif, de comprendre que les âges sont de plus en plus précoces, que les examens ne sont plus ce qu'ils étaient et qu'il faut en tenir compte pour mettre en place les réformes qu'il faut dans une approche tout à fait inclusive. Justement, le contexte, on le connaît. Le contexte, c'est d'abord sanitaire, la COVID-19, 85% CEP, 53% BPC et 50% environ au baccalauréat. Est-ce que vous attendez à de tels résultats sur ce sujet? Pour le bac, non, je ne m'attendais pas à ce résultat. Je suis plutôt surpris agréablement d'avoir ce taux de réussite-là. Pourquoi? Et parce que je me disais que, quoi que l'on dise, la pandémie avait quand même, aurait secoué les enfants, aurait secoué les parents, parce que surtout par rapport au privé, le privé a beaucoup souffert de la pandémie. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas pu continuer donc de payer les enseignants, normalement. Beaucoup d'enseignants qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Et l'accompagnement qu'on entendait donc de l'État central pour venir en aide aux établissements privés, on n'a pas eu cet accompagnement-là. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait un relâchement vis-à-vis donc du suivi des enfants. Et donc, voilà. Et heureusement, on constate quand même qu'on est resté un peu comme dans la logique de l'année dernière en termes de résultats. Et c'est tant mieux. On va passer au deuxième axe de notre discussion de ce matin. On va faire un peu le point de la gestion de la pandémie qui a surtout caractérisé cette année scolaire-là. Alors, le premier élément qui est plus proche de nous, c'est cette actualité liée à la proclamation des résultats par une plateforme en ligne. C'est la belle innovation. Ah oui, je pense que là, il faut applaudir. Même s'il y a quelques couacs, je suis de ceux qui pensent qu'il faut encourager ceux qui ont réussi à faire ça. Et vous voyez, la pandémie peut être une opportunité lorsqu'on réfléchit bien, lorsque on met en place ce qu'il faut en termes donc, de réflexion et en termes de dialogue social pour impliquer tous les acteurs. La pandémie peut être une opportunité pour notre école. Et on a un bel exemple là avec le e-résultat. Et je pense qu'en grande majorité, tout le monde a été satisfait donc, de cet outil qui a été mis en place. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin en regardant un peu même la manière de former les enseignants aujourd'hui. On peut aller plus loin en regardant la manière d'enseigner et qui doit pour nous préparer parce qu'on peut avoir d'autres pandémies, d'autres crises qui ne soient pas forcément des crises sanitaires. Et on a été assez surpris. On a été démoralisé, démobilisé par cette pandémie. On a pris du temps à se chercher. Vous avez parlé tout à l'heure des cours à la télévision. Ce n'est pas l'idéal pour nos enfants, pour notre contexte aujourd'hui, mais les gens ont essayé donc de chercher quelque chose pour faire. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on met en place maintenant que la pandémie, on s'y habitue? Qu'est-ce qu'on met en place pour les autres qui vont venir demain?
qu'est-ce qu'on fait pour que l'enseignant que je suis, qui sort d'une école normale, je ne sois pas perturbé lorsqu'il s'agit donc d'enseigner à distance, de faire un cours avec des outils informatique pour nos enfants, parce que ça, on n'a pas appris, ça, on ne sait pas le faire. Comment faire pour que cette fracture numérique, nous puissions la combler pour permettre au maximum de parents, d'élèves de pouvoir faire les cours. Je pense que la pandémie, il y a un avant-pandémie, il y aura une après-pandémie. Une après-pandémie pour l'école dans le monde entier et pour l'école béninoise en particulier, parce qu'on a pris goût à un certain nombre de choses. Et je pense que si on creuse bien, peut-être qu'on fera des cours un tiers du temps en présence et 2 tiers du temps à distance avec nos enfants. Que pensez-vous de comment est-ce que ça s'est passé les cours, notamment pour la période de confinement à la maison? Ça a dû se passer à l'école, à la télé, à la radio, etc. Comment est-ce que vous appréciez ce qui a été fait? Je suppose que vous aviez eu un œil de ce côté-là pour voir un peu comment les choses se passaient. Oui, on a vu un peu ce qui a été fait ce qui a été tenté par l'INFRE. L'INFRE avec des cours dispensés à la radio et à la télévision et disponible également sur une plateforme sur le net. Disons, c'est pas la grande qualité, mais ça a le mérite quand même d'avoir été tenté déjà. Et je suis sûr que l'année prochaine, si on doit refaire ça, ça va s'améliorer certainement. Et il y a quelque chose qui a été mis en place également au niveau de l'université et qui a plus ou moins bien fonctionné. C'est au niveau de l'enseignement secondaire que par rapport à la gestion de la crise, on a quand même un certain nombre de griefs, parce que on a sauvé l'année, certes, on a fait les examens, on a donné les résultats, mais quelle est la conséquence sur la pandémie? On n'a pas encore évalué, mais il faudra l'évaluer parce que les conditions sanitaires dans lesquelles on a fait la reprise des classes après le confinement n'ont pas été des meilleures. Et malheureusement, nos ministres de tutelle n'ont pas cru devoir discuter et prendre en compte un certain nombre de propositions que nous avons eu à faire. Et vous voyez, les mesures n'ont pas pu être respectées, les mesures de distance n'ont pas pu être respectées dans la plupart des établissements parce qu'il n'y avait pas l'infrastructure qu'il faut. Et on n'en a pas tenu compte des propositions que nous avons eu à faire pour permettre aux enfants donc, de pouvoir faire la reprise dans les meilleures conditions. C'est une des grèves que nous avons parce que, voyez-vous, la pandémie, elle est soudaine pour tout le monde. Personne ne s'y attendait. Et nous, encore moins dans nos pays africains. Donc, personne ne peut se lever et dire qu'il sait comment ça doit se passer, qu'il sait qu'il a la meilleure formule, la formule magique pour régler ça. Et donc, dans ces conditions, le dialogue social est le meilleur outil pour gérer les conséquences d'une telle crise. Et je pense qu'on ne l'a pas assez utilisé. Il n'est pas encore tard, on peut encore le faire parce que nous avons encore quelques semaines avant la reprise des classes. On reviendra tout à l'heure sur la question du dialogue social. Toujours dire que les enfants de première ont repris les cours lundi dernier seulement. Quel constat avez-vous fait généralement? Le constat, j'avais envie de vous poser la question parce que j'ai suivi les reportages, pas vous en particulier, mais la plupart de la presse, c'était très bien, ça s'est bien passé, les mesures qui sont prises. On a constaté que dans les communes, notamment du Zou, l'enseignement public est toujours en difficulté, notamment pour ce qui est de la disponibilité des masques et des kits de lavage de mains, tout comme dans le mono. Oui, vous au moins, vous essayez de faire l'équilibre, et c'est à votre actif. Mais écoutez, nous, on a joué notre partition en disant aux gens, cette reprise, elle n'est pas logique. Pourquoi vous pensez qu'il ne fallait pas revenir à l'école? Il ne fallait pas retourner ces petits-enfants à l'école? On peut retourner à l'école. Ces petits-enfants, voyez-vous, quand on a fait le confinement, on était à, je ne sais pas, quelques dizaines de cas de Covid. Aujourd'hui, on est à 2000 cas, ou plus au-delà de 2000 cas de Covid. Et les plus petits, vous savez très bien qu'ils ont besoin d'une constante surveillance. Vous savez également que nos établissements scolaires, en général, n'ont pas l'espace qu'il faut pour faire respecter les mesures de distance. Dans ces conditions, on fait quoi? Il faut désinfecter, il faut prendre de nouvelles mesures, il faut réfléchir à des choses pratiques. Mais le temps, il passe. Pendant combien de temps on va réfléchir à mettre en place En fait, ce que je dis, ce que moi je propose, c'était qu'on n'avait pas besoin de faire revenir ces enfants. Pour la simple raison que je vous ai dit, on a mis la pression sur les chefs d'établissement, sur les enseignants. Ça a fait que les programmes ont été plus ou moins bien entamés. Et on a déjà eu la majorité, les 2 tiers
du contenu des programmes ont été exécutés, on a fait les évaluations. Nous sommes des enseignants. Nous sommes au primaire. On dit le maître. Le maître connaît les enfants. Le maître a évalué les enfants au moins 2 fois sur 3. Le maître est en mesure de donner les résultats de ses enfants sur la base de ce qui a été fait. Et du coup, on dispose de temps. Entre maintenant et la reprise de septembre, on dispose de temps pour mettre en place, pour revisiter les mesures qui ont été... Vous aviez parlé de la responsabilité, de notre degré de responsabilité, notamment au niveau donc de l'observation d'un certain nombre de règles. Quand on voit comment ça se passe dans le privé, est-ce qu'on peut véritablement leur faire confiance pour dire, écoutez, sélectionnez-nous ceux qui vont aller en année supérieure ou en classe supérieure? Mais oui, mais c'est ce qui va se faire maintenant, non? Ce n'est pas un examen national pour le CI, CME, ce n'est pas un examen national. C'est l'école qui va décider. Donc, on n'avait vraiment pas besoin de cette reprise. Moi, je n'ai pas compris. En tout cas, le gouvernement nous a habitués à mieux en termes donc, de réflexion. Je n'ai pas compris ça parce que pédagogiquement, ça peut se faire. Et l'année prochaine, ce que l'on a proposé, l'année prochaine, on aurait mis en place ce qu'il faut en termes d'ajustement du programme pour permettre aux enfants de ne pas perdre. On en est là, malheureusement, aujourd'hui. Et vous voyez, aujourd'hui, nos enfants sont dans les classes sans grande précaution, sans masque. Et il y a une théorie nouvelle développée par notre ministre de tutelle qui trouve qu'aujourd'hui, les enfants ne sont ni contaminants ni contaminables. Et donc, voilà, on n'a plus besoin de prendre aucun en fait, oui. Aujourd'hui, on dit que ça a changé et ça c'est notre... Justement, la question, c'est quel retour avez-vous eu de la reprise des cours dans les différents départements du territoire en tant que secrétaire général de la CSAB? Non, ça a repris partout. Ça a repris partout normalement. Mais sans assez de dispositifs de lavage de mains, vous avez, en principe, on devrait avoir un lavage de mains devant chaque classe. C'est le minimum. Mais on n'a pas ça dans les écoles. On n'a pas le gel dans les écoles. Les masques, on dit que les parents peuvent s'en occuper. Pire, c'est qu'on a annoncé que les enseignants devraient être dépistés. Même si aujourd'hui le ministère pense que les enfants... L'opération avait été lancée entre-temps. Même si aujourd'hui on pense que les enfants ne sont pas en danger, mais au moins les enseignants aurait dû être dépisté. Il n'y a eu aucun dépistage. Est-ce qu'on peut donc comprendre, M. Moussou, est-ce qu'on peut comprendre que sur la question de la reprise des cours, vous n'avez pas été entendu, alors que pour l'organisation des examens de fin d'année, le gouvernement vous a entendu, vous aurez travaillé ensemble pour que ces examens soient organisés? Comment ça? On va travailler ensemble. Ce sont les structures qui organisent, la DEC, le DOB, qui ont été assez intelligentes pour ne pas faire de l'exclusion et qui ont associé les enseignants comme on les associe tous les ans. Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle aujourd'hui par rapport à la pandémie. Et vous avez bien fait de dire, on n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté. C'est récurrent depuis quelque temps de la part de nos ministres de tutelle à l'enseignement. C'est récurrent de considérer qu'ils ont la science infuse, qu'ils n'ont besoin de personne, alors que à bien des égards, ils vont de gaffe en gaffe, malheureusement, pour le système éducatif. Quelle est votre appréciation de façon globale de la gestion de la pandémie, notamment pour ce qui concerne l'éducation au Bénin, au-delà de faire revenir peut-être les enfants à l'école qui n'est pas du tout de votre goût? On a quand même vu un réajustement du calendrier scolaire, un réaménagement donc du calendrier, ce qui d'ailleurs empiète même sur l'année scolaire qui va suivre et qui va démarrer en trompe pratiquement. Alors, quand vous voyez un peu les mesures qui ont été prises, c'est vrai que le gouvernement a été pratiquement forcé d'envoyer les enfants en congé prématurément, mais au-delà de ça, les autres actions menées pour la gestion de la pandémie, comment est-ce que vous les appréciez? De façon globale, je l'ai dit, au départ, le gouvernement a géré cette crise avec beaucoup d'intelligence. Le fait de n'avoir pas cédé à la panique a permis quand même de régler un certain nombre de choses. Mais quand on a fini de dire ça, quand on revient à la gestion de la crise à l'école, je crois que le gouvernement doit revoir sa copie. Comment ça, sur quel plan? Vous savez que jusqu'en mai, juin, les écoles publiques n'avaient même pas encore la subvention pour gérer la pandémie. Pour gérer la pandémie, il faut acheter des choses. Mais les enfants étaient à la maison. Oui, quand les enfants étaient à la maison, quand on a voulu faire la reprise des cours, il fallait donner le minimum aux écoles pour qu'elles puissent se préparer. À leur retour. Deuxièmement, la reprise qui a été faite au niveau de l'enseignement secondaire, où on a appelé toutes les classes. On a appelé toutes les classes, alors qu'on savait très bien que une cour de récréation ne pouvait pas se gérer comme je sais pas, comme n'importe quelle situation.
On a quand même fait cette reprise dans ces conditions, sans donner le minimum aux enseignants. Vous voulez un retour sélectif par classe? C'est ce que nous on avait proposé, un retour seulement des classes d'examen, pour permettre aux chefs d'établissement de dédoubler les classes et de pouvoir faire respecter les mesures. Mais ça va impacter sur le nombre d'enseignants qu'il leur faudra pour dispenser les cours si on dédouble les classes. Non, ça n'impactera pas. Ils vont s'organiser, c'est encore mieux. En fait, il faut prendre des mesures les moins risquées possibles pour nos enfants et pour les acteurs de l'école. Quand vous avez comment dire, trois classes de terminale et que vous les transformez en 6 classes, vous organisez avec les autres enseignants des autres cours qui ne sont pas appelés, vous organisez avec eux pour prendre en charge les enfants de la terminale. C'était possible, hein? C'était absolument possible. Pendant ce temps, les classes intermédiaires perdaient du temps aussi. Hein? Non, ils ont besoin de recevoir la notion, puisque le temps... On aurait pu faire une reprise alternée, non? Oui. Aujourd'hui, on est à 2000 cas. Vous pensez que l'école n'a rien à voir dedans? C'est la question qu'il faut se poser. Aucune étude, justement. Donc, oui. Ça donne lieu à toutes les conjectures. Est-ce que la reprise des cours au niveau des classes intermédiaires peut, selon vous, constituer une phase pour réajuster un peu le calendrier scolaire qui va démarrer, mettons, dans un mois? Et ce qui se fait au primaire. Actuellement, oui. Une phase pour observer quoi? Pour observer, pour voir les gestes barrières, pour corriger ce qui peut l'être avant la reprise des cours. C'est aussi un argument écoutez, on va expérimenter, voir ça, en attendant le retour massif à la veille à l'orée donc de l'année 2020-2021. Mais vous savez qu'au primaire, c'est seulement le CM2 qui n'est pas en classe aujourd'hui. C'est quel type d'expérimentation qui permet aux autres, qui fait prendre le risque aux autres et pas à soi-même? C'est quel type d'expérimentation ça? Moi, je n'ai pas compris. Parce que le ministre n'est pas dans les classes. Il n'est pas... Quand vous allez au ministère aujourd'hui, vous voyez toutes les mesures, toutes les précautions qui sont prises pour vous recevoir. Vous demandez pourquoi c'est la même personne qui envoie les enfants et les enseignants dans ces conditions-là en classe. C'est quel type d'expérimentation? Moi, je ne comprends pas. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas rationnel. On nous avait habitués à mieux, à beaucoup plus de... On était fiers des mesures qui étaient prises, des décisions qui étaient prises, parce qu'à des moments donné, on se dit, mais ça, c'est intelligent. Mais là, dans le cas, vraiment, on se pose des questions si ce sont les mêmes personnes. Allez, troisième axe, Eman, vous me permettez? Le dialogue social, bien sûr. Oui. C'est déjà de poser la question à notre secrétaire général. Comment ça se porte le dialogue social au Bénin actuellement? On a l'impression que le coronavirus a eu raison du dialogue social. Hein? On n'en entend plus parler. En fait, la pandémie a eu bon dos. On a mis tout sur le coup de la pandémie. On a dit, bon, on ne peut pas vous recevoir, on ne peut pas réunir du grand monde. Nous sommes allés jusqu'à accepter, concéder qu'on allège les délégations pour qu'au moins nous puissions discuter dans la grande commission gouvernement central. On attend toujours que le ministre Aboulaye Tchane, le ministre Matisse nous appellent. On attend toujours. En fait, on a besoin, encore une fois, hein, je le dis, j'ai le sentiment que nos gouvernants n'ont toujours pas compris quelle est la force du dialogue social. C'est désolant, finalement. Parce que peut-être les syndicats ne leur ont jamais proposé cela comme alternative, je dois dire, première pour échanger. Généralement, la première arme, ce que saisissent les syndicats, c'est la grève. Quand vous êtes dans une impasse, en fin de compte, que vous regardez que de moins en moins vous êtes efficace pour vos militants, vous réfléchissez. Et je pense qu'en réfléchissant bien, on se rend compte que le contexte actuel, la situation du syndicalisme aujourd'hui au Bénin nous recommande d'expérimenter une autre forme d'approche. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand dans un pays où vous êtes autour de 3-4% de taux de syndicalisation des travailleurs, vous comprenez bien que votre force que l'on vous a chantée tout le temps est une force surévaluée. Abstraite. Et donc, abstraite. Et lorsque vous êtes en face de personnes qui vous opposent la réflexion, qui vous opposent des réformes qui vous tombent dessus tout le temps, lorsque vous n'avez pas appris à anticiper, que vous n'avez pas appris qu'à réagir, qu'à être dans la réaction, à des moments donnés, vous devenez complètement inefficace. Lorsque vous n'avez pas entretenu la confiance avec vos mandants, vous avez un problème de mobilisation des membres. Tout cela mis ensemble nous recommande d'expérimenter autre chose. Et donc, c'est ça qui explique que moi, je crois fermement que nous pouvons expérimenter le dialogue social. Et vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le dialogue que nous déplorons, qui ne fonctionne pas et que nous déplorons, c'est le dialogue dans les creusets du dialogue social. C'est le dialogue que j'appellerais le dialogue folklorique. Passer ailleurs, lorsque nous sommes dans des discussions bilatérales entre ministres, entre employeurs et syndicats,
nous avons constaté que nous avons plus de résultats. Aujourd'hui, à la CSA Bénin, ce que nous essayons de faire, c'est qu'à chaque fois que nous avons un affilié qui a un problème avec son employeur, nous l'amenons vers l'employeur. La CSA Bénin permet d'ouvrir les portes vers un ministre. Et de cette discussion, nous avons eu plusieurs résultats. Les militants peuvent en témoigner. Mais qu'est-ce qui fait que le dialogue institutionnel ne fonctionne pas? Parce qu'en face, nous n'avons pas eu l'accompagnement qu'il faut. Or, aujourd'hui, le gouvernement a le devoir de nous aider à réussir cette réforme que nous voulons faire. L'accompagnement que nous attendons est un accompagnement très simple. Hein. Si j'obtiens des résultats par le dialogue social, je convainc mes militants que l'approche qui a été la mienne est la bonne. Parce qu'on peut obtenir des résultats par le dialogue social. Là où les gens n'attendent que le bruit, là où les gens n'attendent que la grève pour espérer entendre les bonnes réponses qu'ils attendent, si vous leur montrez que le dialogue permet d'aller vers le ça donne l'impression parfois d'une connivence. C'est d'ailleurs l'impression que les syndiqués ont. Oui, justement. C'est à ça qu'on nous a habitués. C'est à ça qu'on nous a habitués malheureusement. Mais lorsque vous avez cette conviction que vous êtes dans la bonne voie, vous n'écoutez pas ça parce que au final, vous allez finir par les convaincre que c'était la bonne démarche. Écoutez, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? De considérer que tout est connivence, tout doit être mal interprété. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté. Les lois qui ont été prises pour nous mettre, disons, dans le carcan aujourd'hui, sont des lois qui ont été prises par des personnes qui nous considèrent comme étant des ennemis, pas des personnes qui nous considèrent comme étant des personnes à qui on ne peut pas faire entendre raison. C'est cette image-là que nous projetons. Alors, ce sont les décideurs. Lorsque un député vous regarde comme une personne qui n'est pas raisonnable, qu'on ne peut pas raisonner, lorsqu'il a l'occasion de légiférer, il légiférera toujours contre vous. Alors, à un moment donné, il faut briser la glace. Si vous voyez les syndicats en partenariat avec un politique de l'opposition ou de la mouvance pour porter la cause des revendications des travailleurs, pourquoi cela apparaîtrait comme une connivence, comme un acte de corruption? Aujourd'hui, les syndicats... nous avons besoin justement de changer cette manière de voir qu'on a mis dans la tête des syndicats et des citoyens en général. Et moi, j'ai cette conviction-là que c'est la seule voie qui nous reste aujourd'hui. Enfin, en attendant que nous puissions restaurer notre capacité de nuisance. Vous y croyez encore? Parce que oui, c'est parti pour longtemps. Hein? Et aujourd'hui, les syndicats ont les bras qui leur tombent le long du corps. Ils en appellent au dialogue. Il n'y a pas quelqu'un pour les écouter. Les lois les ont enfermés dans ce que vous avez appelé un carcan aujourd'hui avec ce que je dois appeler cette situation qui les met dos au mur. Pratiquement, les syndicats, ça ne sert plus à rien que d'être un épouvantail. Hein? Et on dirait aussi que la lutte syndicale est en train de s'éterniser. Non, les militants vous diront que vous avez tort de considérer que le syndicat ne sert plus à rien. Ah oui? Au contraire, chaque jour que Dieu fait, nous donnons la preuve que le syndicat est toujours utile, même dans cette situation où nous sommes aujourd'hui. Non, en fait, vous confondez le syndicalisme aux manifestations auxquelles vous avez été habitués. Non. En fait, si c'est ça... Je pense que le syndicalisme est la capacité d'une organisation de travailleurs à peser face à un employeur qui réclame des choses et qui ne veut pas les lui concéder. Vous avez réclamé droit de discussion. Vous n'en aviez pas eu jusque-là. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, à des moments donnés, est-ce que en tant que faiseur d'opinion, en tant que leader d'opinion, vous ne devriez pas vous tourner vers ceux qui refusent de donner une chance à notre pays en matière de dialogue social? Parce que le rôle du syndicat, c'est quoi en fait? Le syndicat ne fait pas à la place des autres. Le syndicat ne fait pas à la place du décideur. Le syndicat interpelle, proteste, suggère. Et ça, au moins, vous pouvez reconnaître que nous l'avons fait, que nous le faisons tous les jours. On peut considérer que nous avons joué notre partition. Et qu'il faut être deux pour donner un nouvel élan à une gouvernance dans un pays. Nous, on joue notre partition. Pourquoi les gens qui sont en face de nous considèrent que le syndicat est une perte de temps, que le dialogue social est une perte de temps? Il est temps qu'ils changent de mentalité. Et là, aujourd'hui, nous avons besoin d'être portés dans notre bataille pour le dialogue social. Nous avons besoin d'être portés également par l'opinion publique. On a besoin de vous pour faire passer ce message-là. Nous, on a la conviction. Donc, on va continuer cette bataille. On va continuer donc de sensibiliser, de protester, de leur parler. Il est temps quand même qu'ils s'ouvrent maintenant pour écouter. Parce que on peut avoir les meilleures idées du monde et quand même se donner des occasions de les améliorer par l'écoute des autres, n'est-ce pas?
Et comment dire, lorsque vous devenez accessible, un chef qui devient inaccessible, qui n'est pas facilement accessible, c'est un chef qui échoue. Moi, je ne voudrais pas que notre gouvernement échoue, mais à rester fermé et à considérer que, comment dire, le public en général, c'est la merde, c'est l'enfer, et que le privé, c'est le bon, que le syndicat, c'est l'enfer, c'est la perte de temps, c'est ce qui vous empêche d'avancer. À considérer, à continuer d'avoir ce genre d'idées, on prend beaucoup de risques également par rapport à sa gouvernance. Parce que la gouvernance également tient compte de la manière dont vous avez écouté les gens, de la manière dont vous avez dialogué. Et on en est loin aujourd'hui, malheureusement. Si on doit faire un petit bilan sur la rupture, est-ce que la lutte syndicale a connu quelques avancées? Oui, ça a connu des avancées parce que, je vais vous étonner, hein, ça a eu le mérite de nous révéler nous-mêmes nos faiblesses. C'est une avancée? C'est une avancée pour nous, pour moi en tout cas, personnellement, c'est une avancée parce que quelqu'un qui me montre mes faiblesses, là où vous êtes faible, là où je suis faible, me conduit donc à travailler pour les gommer. Et on est en train de travailler pour les gommer. Et je pense que quand je fais une comparaison entre il y a 4 ans, où on a pris les rênes de la CSA Bénin, et aujourd'hui, on est en train donc d'obtenir une inflexion dans la qualité du militantisme. Et je crois que c'est la préparation progressive pour aller vers ce que vous appelez notre capacité à influencer la gouvernance, à influencer les décisions au niveau de notre État. Alors, on y travaille. Que devient cette monsieur de l'État qui avait dit en temps qu'il vous rencontrerait, je crois, chaque 3 mois c'est devenu quoi de la promesse ou la pandémie à dos large? C'est resté une promesse et je suppose qu'on vous dira que c'est la pandémie qui est passée par là. Malgré ça, malgré la pandémie, pourtant, nous sommes dans les classes, dans les écoles aujourd'hui, malgré la pandémie, on est dans les marchés, on a rouvert les églises, on a rouvert les mosquées, on nous demande de nous habituer à la pandémie, qu'on ne peut pas s'enfermer et se cacher tout le temps. Mais quand il s'agit donc de dialoguer et de discuter, on trouve que la pandémie ne permet pas de discuter. Est-ce qu'on peut supposer que le dernier contact avec le gouvernement, c'était à l'occasion du 1er mai, et donc qu'on peut déjà dresser un petit bilan de ce qui a été fait jusque-là? Le dernier 1er mai, on n'a pas eu la forme classique du 1er mai. On a juste adressé par écrit nos doléances. Et le ministre a fait une sortie médiatique à la télévision. Justement parce qu'il y avait la pandémie, on a convenu avec eux ensemble de ne pas réunir le grand monde. En fait, par rapport au 1er mai, ce que nous avons fait l'année dernière et que nous avons réalisé cette année, c'est de ne plus faire l'énumération kilométrique de nos doléances, de nos éternelles doléances, mais d'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité, l'urgence de revoir leur pratique du dialogue social. Parce que les problèmes ne cesseront jamais dans le monde professionnel. Mais la manière de régler ce problème permet à tout le monde d'attendre, de patienter, de discuter. Donc, si nous avons une qualité de dialogue social, on aura 1000 problèmes, mais qui ne déboucheront jamais sur des crises. Mais le dialogue au niveau sectoriel, mais ça a coût, disent certains. Certains? Oui. Comme qui? Les autorités, ceux qui sont vos partenaires au dialogue. Oui, mais c'est ce qu'elles disent toujours, les autorités. Eh bien, écoutez, on est quand même mieux placé pour vous parler de ce qui se fait en termes de dialogue social. Je vous dis qu'au niveau de la grande commission de négociation gouvernement central, ça fait des mois et des mois qu'on a demandé. On a même écrit en tant que membre de la commission, on a écrit au ministre Abdoulaye Biachane pour dire on souhaite vous rencontrer sur tel point. On a des revendications et des engagements qui ont été pris, que nous avons rappelés, notamment la question de l'évaluation des enseignants. L'après-évaluation, on attend toujours qu'on nous réponde. Donc voilà les actes qui sont posés, qui mettent en difficulté ce que nous professons comme vertu du dialogue social. Les gens vous diront, mais écoutez, vous avez obtenu des engagements par le dialogue social, quelle en a été la suite? Et nos ministres de tutelle, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur, sont incapables de nous réunir pour nous donner des réponses précises sur ces questions. Pas incapables, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu l'opportunité ou c'est pas à la disposition. N'oubliez surtout pas que la gestion de la crise, oui, peut absorber. On les a vus au four et au moulin pendant tout ce temps-là, non? Au four et au moulin? Moi, je ne l'ai pas vu. Parce que, écoutez, les questions sociales ne sont pas
à l'ordre du jour dans la République. On ne peut pas les programmer au même titre qu'on programme, je ne sais pas moi, les autres activités d'un ministère. Ça fait 3 ministres. Et vous savez, c'est important un engagement qui est pris. C'est la parole d'un homme. Qui plus est une autorité qui donne sa promesse. Si on ne peut pas la respecter, la moindre des politesses, c'est de rappeler les gens pour dire je ne peux pas la respecter, attendez-moi un tout petit peu. Encore pire, c'est que les autres en face vous demandent à vous rencontrer pour en discuter. Et vous ne le faites pas. Et vous trouvez que bon, la pandémie absorbe autant que ça? Oui, ce n'est pas une prime au dialogue sectoriel. Peut-être que les ministères ont préféré discuter par secteur plutôt que d'aller vers le sommet de la lutte syndicale. Ça ne nous a pas empêché de nous réunir, de nous rencontrer, nous. C'est avec nous que les engagements ont été pris. C'est nous qui avons délégué des gens pour être dans les comités différents comités qui ont organisé ces évaluations-là. Alors aujourd'hui, tout à coup, pourquoi on trouve qu'on ne peut pas discuter avec eux, qu'il faut discuter avec le sectoriel? Je pense que nos ministres ont besoin quand même d'aider le gouvernement dans le cas d'espèce, d'aider en prenant des initiatives. J'ai le sentiment que, je ne sais pas, j'ai le sentiment en regardant de loin qu'on attend OK de quelque part avant de poser les actes qui sont des actes de gouvernance, de gestion au quotidien. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne puisse pas poser les actes qui permettent d'éviter les crises? C'est pas parce que vous avez pris une loi pour empêcher les gens d'aller en grève que vous allez tout vous permettre. Est-ce que ce n'est pas toutes les grèves ne sont pas autorisées. Est-ce que ce n'est pas dans la perspective justement de permettre au CNE de tourner à plein régime qu'on est en train de faire les petits réajustements? Est-ce que vous n'êtes pas un peu peut-être pressé? Le CNE, vous voulez parler du CNE? Oui. Il y a des personnes de qualité au CNE. J'ai même des gens qui sont des amis là-bas au CNE. Mais moi, je continue d'attendre ce que le CNE va donner. J'y crois de moins en moins. J'y croyais déjà encore moins. Je crois, ils sont nés il n'y a pas longtemps. Hein? Oui. Et vous n'y croyez pas? Il y a des urgences, n'est-ce pas? Vous comprenez très bien comment dire, le mécanisme de collaboration entre les ministres et tutelles, les ministères de tutelle et le CNE. Vous avez compris comment ça va se passer? Aujourd'hui, on a fait les mutations au niveau de l'enseignement primaire. Mutation nationale. Ça a été fait par le ministère. Et ensuite, on doit envoyer ça au CNE. Oui. Il va jouer quel rôle? D'arbitrage. Et ça apporte quoi, vraiment, en termes de qualité du système? Ça apporte quoi? Pourquoi on ne peut pas responsabiliser le cabinet pour faire le travail et punir sanctionner lorsque c'est mal fait, lorsque les tests ne sont pas respectés? Les tests sont là, clairs. Les tests qui régissent, par exemple, les limitations sont là. Les tests qui régissent le fonctionnement du ministère sont là. Est-ce qu'on a besoin de créer une super structure? Pourquoi alors ne pas créer un ministère de l'éducation? Moi, je continue de penser que on n'a pas achevé la réflexion sur ça va se poursuivre certainement. Et justement, ça nous permet d'aborder la dernière ligne, les perspectives. Comment s'annonce l'année scolaire 2020-2021? Très rapidement. Eh bien, elle s'annonce avec un peu d'inquiétude par rapport à la pandémie, parce que l'explosion des cas, là, ça continue. Et donc, pour ça, il faut vraiment qu'on prenne des mesures assez fortes. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure des lavages de mains qui doivent être devant toutes les classes. Qu'est-ce que le gouvernement apporte? Et tous les problèmes liés à la pandémie et à la reprise de septembre sont des problèmes que nous pouvons discuter avec le gouvernement. Je continue de dire que parfois le gouvernement, peut-être comme nous également, se cherche pas, comme tous les scientifiques que la pandémie défie, se cherche dans les solutions, les meilleures solutions pour l'école. Et quand on est dans ce genre de situation, il faut discuter, dialoguer, parce que dans notre petite position d'acteur de terrain, nous pouvons éclairer les décisions qui sont prises par rapport à l'école. Ensuite, par rapport aux écoles privées, l'accompagnement qu'on va mettre en place, parce que quoi qu'on dise, elles ont besoin d'être accompagnées. Et il y a des écoles qui ont perdu 10 à 12 millions de frais de scolarité, qu'elles n'ont pas pu récupérer pour cette année. Comment elles vont effectuer la rentrée? Est-ce que il n'y aura pas une augmentation des cotisations, des contributions à l'école? Comment cela va? Tout cela, on a besoin de discuter, parce que c'est trop proche de nous. Et c'est pour cela que moi j'ai pensé, je persiste et je signe que la reprise qui est en cours aujourd'hui là,
n'était pas opportune parce que c'est du temps perdu Décidément, pour le dialogue vous- social. vous On aurait insistez. pu mettre ce temps à profit pour discuter de fond en comble des problèmes pour lesquels nous devons trouver les solutions avant la reprise de septembre 2020. On va continuer à adresser peut-être le bilan. Hein, Tout à fait. Je voudrais ajouter, si vous permettez, Oui. qu'il y a également les revendications qui sont restées en suspens. Je voudrais prendre la question des camarades qui sont sans salaire depuis des mois. Au niveau On de a commencé, maternelle. on a commencé à régler, mais il y a encore une marge. Et il y a la question des évaluations. Les gens qui ont été évalués, qui n'ont pas réussi l'évaluation, et à qui on a promis qu'ils devaient faire une formation. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? C'est un flou total. Et ce sont des questions qui vont peser dans la reprise de septembre 2020. Donc, de grâce, si les ministres nous suivent, je leur demande d'appeler le dialogue pour que nous puissions commencer à préparer la reprise de septembre dès maintenant. Est-ce que ça va être votre conclusion? Oui, et je voudrais finir en vous remerciant pour cette opportunité que vous nous offrez. Et insister encore une fois, ça devient un peu mon dada aujourd'hui, insister encore une fois sur le dialogue social. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre, et j'ai le sentiment que le gouvernement n'a pas encore compris, que cette arme-là lui permet de réussir la plupart des réformes pour l'école. De les réussir. Vous réussissez vos réformes lorsque c'est accompagné, lorsque vous avez réussi à avoir l'adhésion du plus grand nombre. Et on ne peut avoir l'adhésion du plus grand nombre qu'en expliquant, en discutant, en échangeant, pas en restant fermé et en considérant qu'on n'a pas besoin des autres et qu'on a l'intelligence et l'intelligence achevée pour tout. C'est une faiblesse de la gouvernance que de considérer qu'on n'a pas besoin de discuter avec les autres. Donc je voudrais encore une fois en appeler au centre de responsabilité de nos ministres de tutelle et au gouvernement en général pour que nous puissions remettre le dialogue social au cœur de la gouvernance et surtout de la gouvernance pour l'école. Anselme Amoussou, vous étiez l'invité de Zone Franche ce dimanche matin. Vous êtes secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. On va faire, je dois dire, une revue de l'actualité au niveau donc de l'éducation au plan national. On a parlé un peu des difficultés qu'a connues l'école cette année. La difficulté majeure, c'est la crise sanitaire qu'elle a connue. On a aussi parlé des perspectives. Vous aviez entrevu un peu l'année scolaire 2020-2021. Par rapport à laquelle d'ailleurs vous êtes un peu inquiet. En tout cas, quand on voit un peu l'état du dialogue social. Emmanuel Parfait Anemosou, j'étais avec vous pour animer cette émission. Merci de m'avoir accompagné. Mesdames et messieurs, double merci à vous d'avoir été des nôtres du début jusqu'à la fin. Pour passer une excellente journée dominicale. Tout à l'heure, après nous, ce sera Idrissa Boukari pour le grand format du dimanche. D'ici là, vous portez très bien et à dimanche prochain. Merci. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Chers amis téléspectateurs, bonjour. Je vous retrouve à nouveau dans notre série à la découverte de soi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. Alors, vous vous souvenez la dernière fois où on s'est rencontrés, si je puis ainsi dire, on a commencé un exercice. Parce que nous voulons aller à la découverte de nous-mêmes, nous voulons nous projeter dans l'avenir, nous voulons découvrir à quel métier nous sommes destinés, à quelle fonction, quel est le domaine dans lequel nous sommes appelés à exceller. Donc, l'exercice, vous vous souvenez, a consisté à trouver un temps, se mettre à part, loin de toute distraction, et à réfléchir sur soi-même et à établir une liste de tout ce qu'on a envie de faire, tout ce dont on rêve, de comment on se voit, quelles sont les choses qu'on aime bien faire, auxquelles on passe du temps, qu'on a du plaisir à faire, des choses vraiment qui nous passionnent. Et nous avons dit qu'il fallait faire une liste de ces choses-là, une liste non exhaustive, une liste dans laquelle il ne fallait pas se retenir, ne pas chercher un ordre particulier, ne pas se dire que ça ne doit pas dépasser une page, ça peut être 10 pages, peu importe, mais surtout se libérer de tout ce qui vous passionne, tout ce que vous avez envie de faire. Vous le mettez sur une feuille. Et je vous ai donné un exemple que je rappelle rapidement, c'était une liste de 7 choses que une personne avait faites dans le but justement de découvrir à quoi elle était destinée. Première chose, j'aime imaginer une scène, un décor, un personnage et le dessiner. Deuxièmement, j'aime regarder une photo, un décor, une scène et les reproduire. Troisièmement, j'aime faire des photos et les retravailler ensuite. Quatrièmement, j'aime embellir mon environnement, décorer une pièce, trouver les tableaux, les meubles, les rideaux, les objets d'art, les mettre en harmonie et les disposer dans la pièce. Cinquièmement, je ne me lasse pas de m'amuser à créer des figures avec des logiciels de dessin. Sixièmement, j'aime mettre mes mains dans l'argile. J'aime tailler le bois, j'aime couper la pierre pour faire des sculptures, pour faire des objets d'art, des ustensiles, etc. Et en fait, septièmement, j'adore visiter les galeries d'art, les musées et je peux y passer une journée sans me fatiguer. Alors, donc, voilà une liste, à titre d'exemple, bien sûr. Chacun de vous fera sa propre liste pour après tirer ses propres conclusions. En parcourant ces 7 choses qui sont sur la liste, en les relisant, on peut aisément voir transparaître l'image d'un artiste, mais un artiste multitalent. Il est à la fois dessinateur, il est peintre, il est paysagiste, il est décorateur, il est photographe, il est sculpteur. On retrouve dans la liste, on retrouve tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs talents, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le profil d'un artiste qui commence à se dessiner dans cette liste. C'est clair, l'avenir de cette personne, elle est dans l'art. C'est quelqu'un qui crée, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui traduit ses pensées dans un ouvrage de ses mains, avec aussi la capacité de le traduire par la voie numérique. Donc, c'est clair, quelqu'un comme ça, ce n'est pas un futur banquier, ce n'est pas forcément un bureaucrate, c'est un artiste, c'est un créateur. Alors, cette personne, dans l'exercice auquel je vous invite, après avoir réfléchi, mis ensemble les idées, essayé donc de faire ce que nous avons dit, à savoir un concentré de tout ce qu'il a, toutes ces 7 choses, a tout fait pour les transformer en une phrase. Et je vais vous lire cette phrase. Il a dit « Je me vois comme un artiste multitalent qui crée, reproduit, améliore et transforme les choses, les hommes, tout ce que la nature a créé au moyen du dessin, de la peinture, de la photo, de la sculpture et de l'agencement des éléments de décoration intérieure. » Voilà le concentré des 7 choses que cette personne a écrites. Voilà son concentré en une phrase. Et si vous lisez bien la phrase, vous découvrirez que tout ce qui est écrit dans les 7 choses se retrouve là. Vous allez voir qu'il y a une étape intermédiaire au cours de laquelle j'ai en quelque sorte
tirer de ces 7 choses le profil de la personne. Je vous disais, c'est certainement un artiste. De deux, c'est un artiste multitalent. Dedans, j'ai vu un dessinateur, un peintre, un paysagiste, un décorateur, un photographe, un sculpteur. Et voilà sa phrase que lui-même il a faite. Je vous la relis pour que vous ayez l'exercice sous les yeux au moment où vous allez faire votre propre expérience. Voici sa phrase. Je me vois comme un artiste multitalent qui crée, reproduit, améliore et transforme ce que la nature a créé. Les hommes, les choses. Tout cela, je le fais au moyen du dessin, de la peinture, de la photo, de la sculpture, de l'agencement des éléments de décoration intérieure. Donc, voilà une phrase qui renvoie à celui qui fait cet exercice l'image de ce qu'il peut devenir. Et à partir de là, il pourra construire un plan de réalisation de cette vision. À partir de là, cette personne pourra écrire ce qu'elle devra faire année après année pour devenir cet artiste multitalent dont il a lui-même dessiné le profil. Voilà donc, chers amis, la deuxième partie de cet exercice qui a consisté à aller à la découverte de soi en mettant d'abord tout ce qu'on aime faire, tout ce dont on rêve, tout ce qui constitue une passion pour soi, tout ça. Ensuite, reparcourir cela, assembler les idées et en faire un concentré qui devient une phrase qui décrit ce à quoi on est destiné. Je voudrais que vous vous souveniez que notre vision sur notre avenir réside au-dedans de nous. Elle n'est pas ailleurs. Notre futur est en nous. Donc, il faut méditer dessus. Il faut écouter sa voix intérieure. C'est en écoutant sa voix intérieure que doucement, doucement, les éléments de la liste commencent, notre pensée commence à, à nous communiquer les éléments à mettre sur la liste. Quand nous revoyons nos journées, quand nous revivons certains événements, quand nous nous rappelons de certaines choses que nous-mêmes nous avons déclarées, peut-être des premières réponses qu'on a données aux questions classiques que les parents et les amis des parents nous posent quand on est tout petit. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Quel sera ton métier plus tard? En mettant tout cela ensemble, on commence tout doucement à établir cette liste. Moi, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Vous ne regretterez pas. Vous serez surpris même des choses que vous découvrirez sur vous-même. La prochaine fois, on va conclure sur ce qu'on, après avoir fait l'exercice, après avoir obtenu ce résultat, qu'est-ce qu'il faut en faire. Merci beaucoup et à très bientôt. On va aussi prendre le bus. Non, il y a un bus devant vous. Ici, c'est déjà rempli. Il n'est pas prêt pour partir. Il y a encore de la place dans le véhicule. C'est vrai, mais considérez que ces places sont déjà occupées. Car à cause de Covid-19, je dois me protéger et protéger mes clients, comme les autorités ont demandé. Nous avons porté nos masques. Et c'est pas fini. Il faut régulièrement se laver les mains avec de l'eau et du savon. Lorsque vous avez envie de tousser ou bien éternuer, il faut les faire dans le creux des coudes comme ça. Et surtout, respectez les 1 mètre d'écart. Ainsi, Covid va vite passer et on pourra recommencer comme on fait avant. Le coronavirus reste une réalité. Ne baissons pas la garde, protège-toi et protège les autres en respectant les gestes barrières.
Les troupes nigériennes soutenues par la puissance aérienne française ont lancé une chasse aux tueurs de 8 personnes, dont 6 ressortissants français. En plus, pour que les investigations qui se déroulent actuellement se poursuivent aussi en toute sérénité. Donc ces investigations se poursuivent. Les 8 personnes ont été tuées dimanche par des hommes armés à Kouré au sud-est de Niamey. Les procureurs de Paris ont annoncé une enquête terroriste sur la mort des ressortissants français. Il y a eu l'ouverture donc d'une enquête judiciaire et nous mettons tout en œuvre en tout cas. Toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées afin de retrouver et évidemment remettre aux mains de la justice ces criminels. La décision de renforcer la sécurité des Français dans la région a été prise lors du Conseil de défense virtuel présidé par le chef de l'État Emmanuel Macron. Une réunion qui était consacrée aux conséquences judiciaires, militaires et diplomatiques de cette attaque. Emmanuel Macron a estimé qu'il était crucial de faire le point sur la situation au Niger et l'ensemble des dispositifs dans le Sahel. Pour rappel, quelques 5100 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de la force Barkhane pour lutter contre les groupes djihadistes armés en soutien aux armées des 5 pays de la région. Ces derniers mois, l'armée française et celle des pays africains du G5 Sahel ont multiplié les offensives dans la région, en particulier dans la région dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les forces de défense du Mozambique ont confirmé que des terroristes avaient lancé la semaine dernière des attaques coordonnées sur plusieurs villages proches du port Mocimboa d'Apraia pour tenter d'occuper la ville. Mais selon des sources militaires, des opérations sont en cours pour neutraliser ces terroristes qui utilisent les populations de ces régions comme boucliers. Les insurgés n'ont pas la capacité de contrôler Mocimboa d'Apraia. Ils y resteront environ 7 à 10 jours. Mais ce n'est pas leur objectif. Leur objectif a été atteint. Ce fut une victoire massive pour l'État islamique, province d'Afrique australe. C'est de la propagande et les insurgés ont montré de quoi ils sont capables. Le port de Mocimboa d'Apraia est actuellement un centre de trafic majeur pour le projet gazier où se trouve une installation de gaz naturel liquéfié, l'un des plus grands projets d'investissement en Afrique. Fin juin, des hommes armés avaient tué 8 ouvriers d'une entreprise privée de BTP travaillant pour Total sur son projet gazier de plusieurs milliards de dollars. Le deuxième message de Mocimboa d'Apraia est l'échec du gouvernement. Les forces de sécurité ne peuvent pas faire face aux insurgés. Cette situation persiste depuis 2018. Le nord du Mozambique est frappé par une insurrection djihadiste qui a tué plus de 1300 personnes selon le projet de données sur l'emplacement et les événements des conflits armés. Les multiples attaques compliquent les projets du pays de développer ses réserves de gaz offshore. Selon les organisations humanitaires travaillant localement, le nombre de personnes déplacées de la zone dépasse 250 000. Les réclamations du contentieux sur le listing électoral provisoire ivoirien de 2020 se sont achevées mardi sur l'ensemble du territoire. En ce jour, aucune affluence dans ce centre local de la commission électorale indépendante dans la commune d'Abobo, l'un des quartiers les plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Savané, absente de la liste depuis 2018, n'a pas pris part aux dernières élections municipales de sa localité. Cette fois, elle souhaite être au rendez-vous à la présidentielle du 31 octobre 2020. Je me suis fait enrôler dans mon quartier Pépé Assamba Christophe. Et je suis allée lundi, j'ai regardé, mon nom n'est pas figuré sur la fiche. Donc on m'a orienté vers ici, de venir ici au cas d'Abobo. Je suis venue, j'ai expliqué, j'ai dit mon nom n'est pas figuré sur la fiche électorale. Et puis ils ont regardé, effectivement, ils ont dit de donner un petit poupon, le reçu qu'on m'avait donné. Okay. Donc c'est sur ça, ils peuvent regarder maintenant pour trouver une solution pour moi. Comme Savané, ils sont nombreux à ne pas être sur la liste électorale provisoire pour diverses raisons.
Des personnalités de la vie politique ivoirienne comme l'ancien président de la République Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro brillent par leur absence. Une situation jugée anormale par l'opposition qui demande la réforme de la commission électorale et un audit de la liste électorale. Le point principal, c'est que, on doit refaire la CEI pour mettre en place un organe équilibré qui n'est pas dominé par le pouvoir. Or, pour l'heure, c'est le cas. Ensuite, le fichier électoral qui est là doit être audité. Tous les regards sont tournés vers cette CEI, qui se dit impartiale. L'opposition a 4 représentants, la société civile en a 6, le parti au pouvoir 3 et 2 représentants de l'administration. Au vu de ce qui précède, je ne vois pas en quoi cette institution est inféodée à un camp ou à un autre. Environ 5 millions de nouveaux électeurs étaient attendus au terme de cette opération, mais seulement 900 nouveaux électeurs se sont enregistrés. Outre les polémiques autour de la CEI, le climat électoral de plus en plus tendu suite à la candidature du président sortant Alassane Ouattara à un 3e mandat qui, d'après l'opposition, viole la Constitution. Marc Amara pour VOA Africa, Abidjan. Malgré l'interdiction des manifestations par le ministre de l'administration du territoire, des jeunes ont répondu à l'appel de l'opposition et de la société civile, érigeant des barricades et brûlant des pneus dans différents quartiers. Nous nous manifestons pour le départ du président Ouattara, parce que la Constitution a été violée et nous ne voulons pas accepter un 3e mandat. Nous demandons à toute la population ivoirienne de nous joindre pour faire partie Ouattara par tous les moyens pacifiques. Dans le quartier populaire de Yopougon, des affrontements entre policiers et manifestants ont paralysé la circulation dans la zone du palais de justice. Les voitures ont fait demi-tour, de nombreux fonctionnaires n'ont pas pu se rendre au travail, a affirmé un habitant de Yopougon. Dans le quartier résidentiel de Cocody, où aucune manifestation n'a été notée, les policiers qui procédaient à des fouilles corporelles sur les passants ont toutefois interpellé un groupe de femmes chantant l'hymne national, le drapeau ivoirien en main. Les manifestations se sont également déroulées dans d'autres villes comme Bonoua, à 50 km d'Abidjan, d'où est originaire l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo. Hier déjà, plusieurs personnes ont été blessées dans des incidents à Daoukro, le fief de l'ex-président Henri Konan Bédié, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre. Il est bon de rappeler que la candidature de M. Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Nous le savons tous d'ailleurs, cette candidature viole la Constitution ivoirienne. Au moins en son esprit, tel que formulé par les auteurs même de ce texte. Un chef de l'État ne peut pas se dire et se dédire, surtout devant la nation. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Je l'invite par ailleurs à lui délivrer un passeport diplomatique. Il y a droit. En Afrique, 80% des tests de Covid-19 sont réalisés par 10 pays, selon les données du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, qui indiquent que peu de tests sont effectués par le plus vaste continent au monde. Ce chiffre tombe alors que le nombre de cas confirmés de nouveaux coronavirus en Afrique a atteint le million.
Les experts estiment que la faiblesse du dépistage dans de nombreux pays du continent pourrait signifier que les taux d'infection sont nettement plus élevés que ceux rapportés. Certains États de la région n'ont pas les moyens de tester la population en nombre suffisant et d'autres sont en proie à des conflits qui rendent difficiles les dépistages à grande échelle. Certains pays hésitent également à partager leurs données nationales, craignant d'exposer des systèmes de santé défaillants. À ce jour, près de 9 millions de tests ont été administrés en Afrique, une hausse de 9,4% par rapport aux chiffres précédents. L'Afrique du Sud compte toujours le plus grand nombre de cas à travers le continent. Une équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé est arrivée à Johannesburg pour aider le pays à faire face à la pandémie.